Avant de parler de l'importance d'être constant, vous connaissez tous et toutes Yves Desgagnés. Vous savez qu'il est comédien. Il a fait du cinéma comme réalisateur, naturellement metteur en scène. Alors, j'aimerais quand même qu'on le présente, juste pour connaître la démarche d'un acteur. Formation à l'École nationale de théâtre. Oui, formation en 1975. 75, donc La tu es promotion. sorti quand même En un petit peu plus tard que 78. moi. Oh! Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un comédien de formation se retrouve metteur en scène et auteur également, parce que tu as signé des pièces de ton cru et tu travailles beaucoup avec les auteurs pour les adaptations ou traductions des pièces que tu montes. Alors, parle-nous un peu de toi. Alors, de mon itinéraire, alors écoute, je suis rentré, j'avais 17 ans. Donc, vous pouvez faire le calcul. J'avais 17 ans quand je suis rentré à l'École nationale. Mais je dois dire que préalable à ça, que j'ai toujours rêvé de devenir artiste peintre. Quand j'étais jeune, je me disais, moi, ma vie, ça va être avec un chapeau, la barbe longue, et je vais faire de la peinture. Et de fil en aiguille, j'avais eu un coup de foudre pour une petite gang de monde dans la région de Québec qui s'appelait le Théâtre des Maudits. J'étais adolescent, 14-15 ans. Et je suis allé faire une pièce avec eux autres. Et là, ça a été le coup de foudre. Le théâtre, je me suis dit, ça va être mon véhicule. Parce qu'à cette époque-là, dans ces années-là, 74-75, on avait malheureusement fermé les écoles de beaux-arts. Ah, l'histoire se répète. Oui, l'école de beaux-arts avait été fermée en 73. Ça avait été annexé ensuite avec l'Université du Québec. Oui. Et là, ça ne me tentait plus. Je voulais une vie de marginal et je me suis dit, non, je n'irai pas me noyer avec 3-4 000 étudiants. Je vais me trouver une école d'art qui est plus spécifique à ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que je me suis inscrit à l'École nationale. J'ai passé mes auditions, j'ai été accepté et voilà, de fil en aiguille, j'ai fait, à cette époque, c'était 3 ans, la formation. Oui. Et quand j'ai terminé cette formation-là, en interprétation comme comédien, il y avait François Barbeau, qu'on connaît, le grand costumier François Barbeau, dirigeait la section production. Et je m'étais inscrit parce que je voulais, après mon interprétation, faire un cours de décor et costume. Que tu as fait pendant 2 ans? Non, je n'ai pas fait. Et François Barbeau dit, écoute bien, au lieu de venir t'inscrire, moi je finissais en mai en interprétation en septembre, viens donc enseigner. Ben, j'ai dit, je peux pas. J'avais à ce moment-là à peine 20 ans et je pouvais pas enseigner la scénographie. Et tu vas te débrouiller. C'est ce qu'il dit. Imitation parfaite de Et c'est François comme Barbeau. ça que j'ai rencontré Jody Junker qui signe aujourd'hui les costumes et j'ai commencé en septembre à diriger une pièce avec des étudiants en scéno, avec bien sûr l'appui de François Barbeau. Et de fil en aiguille, à l'école, on m'a engagé comme professeur très rapidement. À 20 ans, j'ai commencé à enseigner l'interprétation. Tu manquais pas de culot, Non, vraiment? je manquais pas. J'étais pas gêné. M'envoyer donc très bien. Fait que j'ai commencé comme ça et très rapidement à travailler donc l'interprétation avec des acteurs. Je me suis bien sûr intéressé à la mise en scène parce que ça combinait tout ce que j'aimais. L'art visuel, la lumière, le jeu que j'avais pratiqué comme acteur. Et alors, je me suis dit, ça, c'est le métier qui me convient parfaitement bien, la mise en scène. Pendant tes 4 ans, justement, comme directeur de la section écriture dramatique, Oui. est-ce que c'est ça qui t'a donné la piqûre de l'auteur? Ah ben oui. Oui, parce Alors que... là, ça, c'est fabuleux parce que le programme d'écriture dramatique à l'école est pratiquement un cours privé, puisqu'il y a 2 ou 3 étudiants par année seulement. Et donc, ils avaient, entre autres, dans ces années-là, on avait calculé que dans une année, un étudiant rencontrait près de 70 professeurs différents pour 2 ou 3 élèves. Donc, on invitait des auteurs célèbres, Michel Tremblay à l'époque. Bon, il y avait Marie Laberge qui commençait, il y avait Michel Garneau, Jean-Claude Germain. C'est des gens qui ont été très importants dans notre dramaturgie, qu'on oublie un peu malheureusement aujourd'hui. Donc, tout ce monde-là enseignait. Et là, c'est là que j'ai découvert évidemment une passion pour l'écriture. Et quelle est ta aussi première une passion pour le rapport que les metteurs en scène ont avec les auteurs. Oui, et on va en parler parce que ton rapport avec Normand Chorette par rapport à l'importance d'être constant a été très, très stimulant, étroit et en grande connivence. Mais quelle est la première pièce que tu as écrite? Moi, la première pièce, c'était « Je ne t'aime pas ». Une pièce qui a été écrite en 1984, grosse année 1984. C'était une grosse année, 1984, en effet. Et ça a été la première pièce, d'ailleurs, qui a été présentée au Festival de Limoges. C'était la première édition du Festival de Limoges et Mme Blain était venue voir ça. Et c'est un spectacle qui avait connu beaucoup de succès. J'avais écrit ça en collaboration avec Louise Roy. Oui.
Et quelques années plus tard, on a écrit Les nouilles. Toujours, qui avait été Je ne sais pas présenté s'il y en a qui ont vu les nouilles au Katsu, qui étaient formidables. Et après ça, tout seul, j'ai fait le Nombril du Monde, qui a été présenté à la compagnie Jean Duceppe en 96. Et là aussi, avec énormément de succès. Oui, ça a bien marché. Et ta prochaine pièce, c'est quand? Ça va s'appeler... j'ai presque terminé ma prochaine pièce. J'écris en même temps. Ça y est, c'est un scoop. Ça va s'appeler Shed 14, c'est le titre de travail, qui veut dire hangar 14, et c'est un peu des souvenirs de mon père qui était marin et qui accostait son bateau dans le port de Québec, le Bas-Saint-Louis, au hangar 14. Et la pièce se passe le 27 avril 1967. Qu'est-ce qui s'est passé le 27 avril 1967? L'expo? L'ouverture de l'expo. Et 67, et ça met en scène la jeune fille de la famille qui a été choisie pour être hôtesse à l'Expo 67. Mais c'est merveilleux comme thème. Alors, et la création sera pour quand? Ben, elle sera au TNM dans la saison 16-17. Pour non, l'anniversaire de l'Expo. Oui, mais mon objectif est de terminer à Noël complètement l'écriture de cette pièce. Ben là, vous comprenez que Yves Desgagnés est un artiste très occupé. J'aimerais revenir, avant de parler de l'importance de ton désir d'être peintre, parce que on peut aborder le chapitre des Shakespeare. Oui. Yves a fait 3 Shakespeare au TNM, en fait 3 grandes comédies. Oui. La Nuit des Rois, Le Songe d'une nuit d'été et Les Joyeuses commères de Windsor. Joyeuses commères qui sont rarement montées aussi sur les scènes francophones. Et je me rappelle très, très bien de La Nuit des Rois où tu as fait appel à un scénographe. Oui, Richard Morin, qui est un artiste peintre reconnu, absolument fabuleux. Et donc... Tu as voulu prolonger cette oui, passion d'ailleurs, pour si on se souvient bien, dans La Nuit des Rois, j'ai situé la situation dans un atelier d'artistes. Oui, c'était Gilbert Sicotte. Et le duc, le grand-duc, qui était joué par Gilbert Sicotte, était artiste peintre, et c'est comme ça qu'il créait le visage de celle qu'il désirait. Dont je ne me souviens plus le nom. Mais c'est Isabelle Blais qui l'incarnait. Oui, exactement. Exactement. Le personnage d'Olivia. Mais parce que, comme pour faire la boucle avec ce qu'on disait, j'ai vraiment l'impression, quand je fais de la mise en scène, de faire de la peinture. Mais en 3 dimensions. Le corps des acteurs, mon travail aussi avec les costumiers. Je suis passionné de ça, les textures, les couleurs. On fait aussi tout un travail, dans ce cas-ci, c'était avec Jacques-Louis Pelletier, des maquillages. Et pour moi, ça allait de soi. Pour moi, la peinture il y a ce qu'on appelle la danse-théâtre, hein? Oui. Il y a... mais moi, j'aime la peinture-théâtre. J'aime quand ce sont des tableaux vivants. J'aime quand... D'ailleurs, quand je vais voir... Je suis un passionné de l'art visuel et quand je cours les expositions. C'est ça mon hobby. J'ai moins d'expositions. Et j'ai toujours fait un parallèle entre la peinture et le théâtre. Et la photographie, c'est le cinéma pour moi. Ah! Mais la peinture, je n'en reviens pas, moi, de voir un tableau, mettons, de Van Gogh ou de Léonard de Vinci. Il termine son tableau, il dépose son pinceau, et moi, je le vois 100 ans plus tard, et je vois exactement ce que le peintre a fait. Oui. Et ce qui fait que j'ai l'impression que la peinture, c'est complètement vivant et dans l'instant présent. Tandis que la photographie, j'ai toujours l'impression que c'est une seconde, même si je viens de te prendre un portrait et que je le regarde, c'est le passé que ça me rappelle. La photographie, pour moi, est l'expression d'un passé. Mais la peinture, c'est là. Je me dis, c'est incroyable. Je regarde aujourd'hui un tableau de Léonard de Vinci comme lui l'a vu au moment où il l'a terminé. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait et le théâtre, c'est ça comparativement à un film. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Même un film très contemporain, c'est quand même le passé dans la mesure où tu l'as fait il y a 6 mois, il y a 1 an, et c'est pas au moment où ça se passe que tu vis quelque chose comme spectateur. Et le théâtre, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est au même moment que les acteurs évoluent, tu ressens la création de cette pièce-là, si
si je m'explique clairement. Mais non, mais c'est très intéressant comme rapport parce que beaucoup d'artistes se disent influencés par l'art visuel, l'architecture, la photographie et tout, mais tu es le premier à élaborer cette théorie sur l'art de l'instant. Est-ce qu'il y a des peintres qui vous ont inspiré en particulier ou ça s'est passé autrement dans la gestation du projet? C'est dans l'évolution du projet. On voulait inclure des tableaux de peintres, si tu te souviens. Je me rappelle, oui. Et c'était le grand peintre anglais Turner. Le peintre Turner, là, mesdames et messieurs, c'est un peintre incroyable. C'est un peintre avec une expressivité. Je reviens à ton rapport du metteur en scène et de l'auteur. On va commencer à la base. Alors, Normand Chorette, et tu parles de l'instant présent avec l'importance d'être constant. Le texte français signé par Normand Chorette est très, très contemporain, très d'aujourd'hui. Il y a même des références à aujourd'hui, malgré l'époque. L'époque est là, présente, mais il y a une efficacité dans les dialogues. Parce que traduire une pièce, c'est pas une question de vocabulaire. C'est pas du mot à mot de vocabulaire, c'est l'esprit qu'il faut traduire. Et l'esprit de Wilde, il est assez aiguisé, merci. Et il fallait absolument, puis vous en conviendrez si vous voyez la pièce, Normand Chorette. Normand Chorette a une culture anglo-saxonne. Incroyable. Et il comprenait très, très bien cet esprit-là. Et il a reviré des phrases qui ne sont pas nécessairement le mot à mot d'Oscar Wilde, mais qui est précisément l'esprit d'Oscar Wilde. C'est un bijou de traduction. C'est un bijou de traduction. Une de ses meilleures traductions. On aimerait presque que ce soit édité pour que vous puissiez lire la traduction après avoir vu le spectacle. Mais c'est toi, je crois, qui a apporté la dimension très anglo-saxonne du texte, parce que vous allez voir, on oscille entre le français et quelques quand même expressions anglaises. Très cup of tea. Oui, exactement. Et ça, c'est toi, ça. C'est moi dans la mesure où je me suis dit, on présente ça à un public nord-américain. À ce que je sache, nous appartenons toujours au Royaume-Uni. Eh oui. N'est-ce pas? Et la culture anglophone, anglaise, elle fait partie de ma culture. On l'oublie parce qu'on parle français, mais tabarouette, il faut aller 15 minutes à Londres pour se rendre compte qu'on est probablement bien plus proche de Londres que de Paris, même. Donc, ça a coloré nos vies, cette culture anglophone-là. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, ici, les Québécois? Parfois, on glisse un petit mot en anglais. Oui. Et là, cette situation, ça pouvait bien illustrer le milieu où la pièce se passe, où ce sont des aristocrates, des gens assez snobs, qui ont méprisant un peu pour les classes inférieures, comme ils les appellent, de glisser quelques anglicismes pour faire le chic. D'ailleurs, le grand défi pour un traducteur ou un auteur, quand il aborde Oscar Wilde, ce sont les aphorismes. Oui. Nous, on a fait, d'ailleurs, pour ceux et celles qui nous suivent sur Facebook ou les réseaux sociaux, on vous a invité à nous faire parvenir des aphorismes. La pièce en est truffée. Il y en a des célèbres. Les maximes, on peut traduire ça par maxime aussi. On peut traduire ça par maxime. Mais je sais que dans ta poche, tu caches quelque chose qui n'est pas cher chez Renaud-Bré, 5 $, pour ceux et celles qui aimeraient briller en société et tout à coup dire un aphorisme ou une maxime d'Oscar Wilde, avoir l'air très chic et très intellectuel. S'il y a un trou dans un party, vous sortez ça. Puis oui, et c'est toujours... C'est très bon chic, bon genre. Et vous allez voir, la pièce en est vraiment truffée. Et c'est ce qui rend la pièce si brillante et si drôle. Il y a entre autres le personnage qui est joué par Raymond Bouchard. Et oui, il joue une dame, Lady Bracknell, et c'est probablement lui qui en possède le plus dans la pièce. Ah oui, Ce sont vraiment là, des lignes... Mais tu sais, Lorraine, en parcourant tous ces aphorismes-là, ces maximes-là, pratiquement, sans blague, là, avec Normand, on a calculé qu'il y avait au moins 50% du texte de la pièce, ce sont des aphorismes d'Oscar Wilde. Et c'est ce qui en fait un chef-d'œuvre. C'est ce qui fait que l'œuvre a vraiment traversé le temps. Absolument. Parce que c'est d'un drôle, mais drôle et brillantissime. Alors, vas-y, tu veux nous en lire quelques-uns? Quelques-uns, là. Le plaisir de ça, c'est de l'acheter, ça coûte 5$, puis de les lire pour soi-même. Mais là, pour le plaisir de l'exercice, il y en a plein. Je pourrais tous les lire parce qu'ils sont toutes intelligentes. Un aphorisme. C'est un aphorisme, oui, bien sûr. Alors, entre autres, il dit « Le mystère de l'amour est plus grand que le mystère de la mort. » Es-tu d'accord avec ça, Lorraine? Je sais pas. Là. Il va falloir que j'y pense. Mais il y en a C'est lui qui a dit aussi « Les questions ne sont jamais indiscrètes. Seules les réponses le sont. » Ah, c'est formidable. Il n'existe qu'une certitude définitive sur la nature humaine. Elle est changeante. Alors ça, j'aime assez ça.
N'importe qui peut compatir aux souffrances d'un ami, mais seule une personne dotée d'une nature exceptionnelle est capable de se montrer sensible au succès d'un ami. Oh, que c'est beau! Et ça, oui, vraiment. Oh là. oui, oh, tu es pas drôle, tu fais pitié. Ben oui, c'est effrayant ce qui t'arrive, mais quand quelqu'un a du succès, c'est juste les gens exceptionnels qui sont capables de reconnaître qui ont cette sorte. Oui. J'adore cette phrase-là. Dans la pièce, il y en a une aussi très, très célèbre. C'est toute femme voudrait ressembler à sa mère et c'est une tragédie. Oui. Et tout homme ne ressemblera jamais à sa mère et ça aussi, Aussi, c'est une tragédie. Ah, celle-là, elle est magnifique. Elle est mal citée, là. C'est un peu plus simple Non, que mais ça. non, tu le cites très Oui, bien. mais ça ressemble à ça. Il dit, entre autres, une seule chose au monde est pire que de savoir qu'on ne parle pas de vous, qu'on parle de vous. Et non, excusez-moi. Une seule chose au monde est pire que de savoir qu'on parle de vous. Savoir qu'on ne parle pas de vous. Oui. Voilà, je l'ai mieux formulé. Et il est aussi, et on pourrait continuer comme tu le dis si bien. Mais je vais Vas-y. quand même en terminer un. Termine avec le punch. Pourquoi? Parce que c'est celle que je cite en exergue dans le Oui. programme et qui, à mon avis, parle bien de la pièce qu'on propose aux spectateurs. Il dit ceci, Oscar Wilde. Il y a des moments où il faut choisir entre vivre sa propre vie pleinement, entièrement, complètement, ou traîner l'existence dégradante, creuse et fausse que le monde, dans son hypocrisie, nous impose. Ça demande réflexion. Une fois le travail avec notre auteur, Normand Charette, accompli, bon là, tu réunis ton équipe de comédiens. Toi, tu aimes t'entourer d'une famille de comédiens, mais surtout d'une famille de concepteurs. Oui. Parce que dans cette distribution, il y a des nouveaux venus. Il y a des Julie Vincent de ce monde avec qui tu travailles souvent. Raymond, je crois que c'était une rencontre. C'est la première fois. Moi, je première- l'avais connu comme comédien parce qu'on avait fait Le Bleu du ciel de Victor Lévy-Beaulieu où on avait partagé pendant 2 ans. Là. Mais je n'avais jamais travaillé avec lui, sauf une lecture. On s'est rappelé, on avait fait une tournée en Europe au début des années 80, des lectures du Centre d'essai des auteurs dramatiques. Et c'est tout. Mais là, ce qui est bien avec Raymond Bouchard, c'est qu'il y a des productions en anglais. La tradition, c'est vraiment de distribuer Lady Bracknell et de l'offrir à un homme. Mais il y a beaucoup de productions d'Oscar Wilde où Lady Bracknell est jouée par une femme, alors que toi, tu as insisté pour que ce soit joué par un homme. Parce que ça envoie un signal extraordinaire aux spectateurs. Puisque le vrai sujet de la pièce est les doubles vies, le masque qu'on se donne en société versus celui qu'on est vraiment, de voir que c'est un homme qui joue cette femme austère, victorienne, qui ressemble d'ailleurs à la reine Victoria. Comme deux gouttes d'eau. Tout de suite, on envoie un signal aux spectateurs qu'il faut être vigilant sur les apparences de cette pièce-là. Et je pense que ça donne un signal d'humour, parce que c'est une comédie, il faut le rappeler. Et il faut, comme metteur en scène, respecter le genre, si on peut dire. Donc, j'aimais bien ce clin d'œil-là qu'on donne aux spectateurs. C'est un très bon clin d'œil. Maintenant... Pour ceux et celles qui seraient intéressés à lire la pièce en anglais ou en français, vous allez voir, Oscar Wilde donne quand même pas mal d'indications scéniques et, entre autres, au niveau des espaces. Ça se passe dans un salon anglais, ça se passe dans un salon à la campagne ou dans une maison à la campagne et tout. On ne vous révèle pas la nature même de la scénographie parce que c'est assez surprenant, mais Yves s'est écarté complètement de ce réalisme anglo-saxon, ce qui, à mon avis, procure à la pièce une dimension plus satirique, plus onirique. On sait qu'Oscar Wilde se moquait de cette société victorienne. Oui, alors, c'est un plaidoyer contre une société restrictive. Mais sans révéler comment ça t'est venu, toute cette démarche. Quand je vais au théâtre, comme spectateur, j'ai pas envie de voir ce que je vois à la télévision puis ce que je vois au cinéma. J'ai pas envie de ça. J'ai envie qu'il se passe quelque chose de plus grand que nature puis que ce soit plaisant. Sinon, je vais rester chez nous. J'en ai un salon chez nous. Attends pas que ça ouvre. Puis, tu sais, c'est aussi... J'adore le théâtre quand il est évocateur, un théâtre d'évocation. C'est-à-dire qu'il nous fait tout à coup penser à toutes sortes de choses. Aussi, tu as un petit rôle, et ça, c'est souvent ta signature. C'est un petit rôle, il n'y a jamais de petit rôle, mais c'est le fameux... Comme disent les acteurs, il n'y a jamais de petit rôle, il n'y a que de petits cachets. Voilà. J'aime toujours, dans une pièce de théâtre, avoir un guide. Moi, mettons, je suis un spectateur, j'arrive, j'ai fait ma journée. Je ne pense pas au théâtre à la journée longue, là. Je suis un spectateur. Je m'en vais là, j'ai acheté mon ticket. Les enfants se font garder. La soirée me coûte assez cher, là, tu sais. On va se dire les vraies affaires. J'aime bien qu'il y ait... Excusez-moi,
Je cabotine. Moi, je trouve que c'est pas cher au TNM. Mais enfin, Non, non. tu peux penser ce que tu veux, Non, mais là. quand même, 2, puis si, puis la gardienne, puis le souper, puis le parking, on va se dire les vraies affaires. C'est pas donné, pareil, là. J'aime bien qu'il y ait un guide. J'aime ça qu'il y ait un personnage, ou quand la pièce s'y prête, qui nous présente un peu, qui est à la même hauteur que nous, d'une certaine manière, pour qu'on lève tout le monde en même temps. J'aime pas ça, comme spectateur, quand le rideau s'ouvre et qu'il faut avoir un prérequis et il faut se rendre à l'œuvre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. J'aime qu'on le prenne un peu par la main et qu'on dise « ça fera pas mal ». Mais on a derrière nous Maxime Denomé et Anne-Élisabeth Bossé qui jouent un des couples dans la pièce. Donc, le fameux Constant, qui s'appelle Jack également, et John, et Anne-Élisabeth qui joue Gwendoline. Et il y a un autre couple. Donc, c'est un chassé-croisé entre deux couples qui se cherchent, ne se trouvent pas. Oui, puis c'est l'histoire d'une amitié entre deux entre gars. deux hommes. Entre deux amis. Et donc, deux très beaux rôles de gars. Oh, oui. Deux très beaux rôles pour des acteurs. Deux jeunes hommes, là, Ouais. c'est extraordinaire. Et c'est donc Vincent Fafard. Alors, comment tu abordes ça, cette relation-là? Comme on sait qu'Oscar Wilde était dans des zones d'ombre au niveau de ses relations entre Mais hommes, c'est drôle femmes. parce que Oscar Wilde, vous savez un peu sa vie tragique quand même, hein, qui s'est passée très rapidement. Ah, ben ça vaut la peine d'en parler. Si tu me permets, Oui, 2 oui, secondes, vas-y. on va simplement dire qu'Oscar Wilde est né en Irlande. Il est né en 1854 et il venait d'une mère poétesse, d'un père qui était ophtalmologiste. Et il a eu énormément de succès, Oscar Wilde. Il écrivait dans les journaux, il écrivait des poèmes, il écrivait des short stories, de courtes histoires, des nouvelles. Et il est devenu extrêmement célèbre de son vivant. Et le soir de la première de l'importance d'être constant, le père d'un jeune homme avec qui il entretenait des relations. Oscar Wilde était marié, avait 2 enfants, et c'est sa particularité, Oscar Wilde. Il n'a jamais opposé l'hétérosexualité à l'homosexualité. T'es pas hétéro ou homo. Tu vis, t'aimes le plaisir, puis si ça donne, puis ça fait du bien, why not? C'était ça, sa mentalité. Lui, il avait consacré, comme dandy, sa vie au plaisir. Donc, il était marié, très amoureux de sa femme qui s'appelle Constance, d'ailleurs. Oui. Et il a eu 2 beaux enfants, bien élevés, mais il avait entretenu une relation avec un jeune homme de 22-23 ans. Et le père de ce jeune homme-là, le soir de la première de son immense succès, l'a insulté publiquement en le traitant de sodomite. Et c'est là que le mot a été inventé pour la première fois, sodomite. Et Oscar Wilde a dit « Wait a minute ». Il a intenté, Oscar Wilde, un procès contre le père de ce jeune homme-là, disant « Écoutez, là, ma vie n'est pas immorale, vous n'avez pas d'affaire à m'insulter publiquement. » Il y a eu un procès et ça s'est retourné contre Oscar Wilde. Il y a eu un 2e procès et Oscar Wilde a perdu ses procès. Il a été condamné à 2 ans de travaux forcés, emprisonné, 2 ans de travaux forcés. Sa femme a été obligée de changer d'identité et ses enfants y ont été exilés en Allemagne. Oscar Wilde n'était plus le bienvenu dans sa société. Il est parti en banlieue de France, à Bayeux en fait, pas en banlieue de France, mais dans un petit village français. Et il est mort à Paris en 1900 comme un itinérant, dans la dèche la plus totale, et banni de tout le monde et de sa société. Donc, c'est en filigrane dans cette pièce-là d'Oscar Wilde, on comprend que sa société est restrictive à toute valeur morale qui ne soit pas conforme. Donc, j'ai essayé de tenir compte de ça dans la mise en scène en développant en filigrane, mais de façon très ténue, une relation un peu particulière entre les 2 héros qui sont quand même hétérosexuels et complètement amoureux des femmes. Complètement amoureux des femmes. Mais il y a un petit quelque chose de plus qui, à mon avis, est très Oscar Wilde. Je dirais que ce qui caractérise davantage aussi, et en priorité, la production qu'a dirigée Yves, c'est l'intelligence du texte et tout le travail d'acteur, de direction de comédien. Parce que tu as mis beaucoup d'emphase là-dessus. Oui. Sur le travail d'acteur, l'interprétation, le sens du texte, l'intelligence du texte. Et c'est ce qui ressort le plus de la production. Et c'est ce qui fait que les gens ont le droit de rire. Absolument. À chaque répartie d'esprit. Oui. Vous avez le droit, you bet. Oui. Mais il faut faire attention à une chose, c'est-à-dire que
Tu sais, il faut relativiser les choses. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Lorraine. C'est que on fait la mise en scène, puis il y a des auteurs et tout. Mais en définitive, c'est l'acteur sur scène qu'on vient voir. C'est lui le véhicule. On a beau prendre toute la place qu'on veut. Hein, Lorraine, tu es actrice aussi. Oui. Puis de se trouver bien bon parce qu'on donne des sens aux œuvres, puis on a un travail intellectuel, puis on est bien profond. En bout de ligne, c'est l'acteur qui est là, qui sue comme un cochon pendant des costumes trop chauds pour lui. Et c'est lui qu'il faut servir. C'est vrai. C'est lui qui est le véhicule. C'est lui qui nous amuse, qui nous émeut, etc. Moi, comme je dis aux acteurs, là, les derniers jours, là, on a commencé hier, puis je leur disais encore ça hier, le mieux que je peux être, c'est un service pour vous. C'est juste de vous aider à être le plus épanoui possible sur scène.